je remplace la présidente qui a une obligation. Je voudrais juste poser une question à propos des chefs de projet. Parce que c'est une notion que je trouve particulièrement centrale dans tout ce que vous nous évoquez. Quelle autorité ont-ils exactement? Je vais vous donner un exemple. J'ai été en contact, pardonnez-moi si je suis imprécis parce que je ne souhaite pas être nominatif ni être. L'illustration sera utile même si je ne précise pas exactement de quoi il s'agit. Avec un haut fonctionnaire qui qui venait du terrain, qui était un opérationnel à la base et puis qui a été en administration centrale désigné chef de projet, missionné pour proposer une refonte, en l'occurrence des achats des établissements publics concernés, qui étaient dans le périmètre du ministère. Le récit qu'il m'a fait du début de sa mission, il était édifiant. C'est-à-dire que c'est un homme qui a eu le réflexe de conduire une sorte d'être en conduite de changement, c'est-à-dire de commencer par se déplacer, provoquer des réunions sur le terrain avec les acheteurs. Et il lui a été contesté par la hiérarchie de l'administration centrale le remboursement de ses frais de déplacement. Parce qu'on lui a dit, vous avez qu'à envoyer des questionnaires, puis vous ferez une circulaire. Il a fallu, écoutez, c'est un témoignage direct, il a fallu beaucoup de conviction et beaucoup de détermination de la part de cet acteur, en fait ils étaient deux, pour conduire cette action. Un chef de projet ou que ce soit, s'il n'a pas une autorité transverse, c'est-à-dire qui percute quelque part une certaine culture managériale très verticale, il ne va pas pouvoir faire grand-chose, ou alors repose exagérément sur sa force de conviction et sa personnalité. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus long sur ce rôle des chefs de projet, sur l'autorité qu'ils ont? L'organisation, elle est très variable d'un ministère à l'autre. La seule exigence qu'on a portée et qu'on met en œuvre, c'est que les réunions au plus haut niveau se passent maintenant systématiquement avec le chef de projet qui a été désigné, qui rapporte, qui explique, qui partage ses difficultés sans filtre et qui permet de repartir quand il y a des arbitrages qui sont faits, lui-même avec cet arbitrage devant toute sa hiérarchie. Ce qui permet d'aligner l'organisation. Alors des fois, vous avez des chefs de projet qui ont des équipes intégrées, des fois des chefs de projet qui sont en coordination fonctionnelle, tout dépend, il n'y a pas un modèle unique. En revanche, là où on est exigeant, c'est que le chef de projet, c'est lui qui porte, c'est lui qui rapporte avec sa hiérarchie qui est présente, mais ce qui est très efficace, je dirais, en termes, 1, d'alignement et 2, de mandat qui est donné, en disant mais comment ça avance, pourquoi ça n'avance pas. Et voilà, ça c'est comme ça qu'on a bâti le dispositif, même s'il peut y avoir de l'hétérogénéité, parce qu'il faut laisser de la souplesse en fonction des administrations concernées. Mais tous les chefs de projet, notamment des réformes que je vous ai citées, je peux vous dire qu'ils viennent aux réunions, qui viennent et à l'Élysée et à Matignon, et que c'est eux qui portent, qui rapportent et qui prennent aussi les orientations. Un grand merci, monsieur le directeur de cabinet. Comme le disait le rapporteur, on vous sollicitera certainement après avoir avancé dans nos travaux, parce que c'était court, et puis parce que vous avez d'une part des responsabilités, des prérogatives, et en plus un poste d'observation extrêmement privilégié, qui vont beaucoup compter pour nous dans la conduite de notre mission. Un grand merci à vous. Alors, madame la directrice, monsieur le directeur, pardonnez-nous de vous accueillir avec un petit peu de retard. Merci de votre présence et du temps que vous nous consacrez. Donc, comme vous le savez, cette mission d'information, elle est consacrée très précisément à l'exécution de la volonté du législateur, c'est-à-dire une fois que la loi est promulguée, dans la façon dont elle va concrètement entrer en vigueur, donc sur ce qui se passe entre la promulgation de la loi et le stade de l'exécution du pouvoir réglementaire qui la traduit au plus près des usagers. Donc dans cet esprit-là, on a choisi de commencer les auditions sur une approche un peu générale par les personnalités, les responsabilités qui portent sur l'ensemble de l'organisation de l'État et de son efficacité dans cette traduction, dans cette entrée en vigueur concrète de la loi. Donc nous venons d'auditionner le directeur interministériel Thomas Cazenave à la transformation, et nous avons souhaité vous auditionner puisque la dimension numérique et production et flux d'informations est évidemment essentielle sur le plan opérationnel pour cette mission de transformation de l'État et de son efficacité. Donc merci encore d'être présent. Je vous laisse peut-être démarrer par un propos liminaire, et puis ensuite nous passerons tout simplement au jeu de questions-réponses.
Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, peut-être vous présenter en quelques mots l'action de la DINSIC. La DINSIC est la Direction interministérielle du numérique de l'État. Elle a en charge la coordination de la stratégie et de sa mise en œuvre en matière de numérique. Peut-être un mot sur ce qu'est le numérique. Le numérique au sein de l'État, désormais, c'est 3 grandes familles de métiers qui ont été regroupées dans un seul environnement, dans une seule direction interministérielle et progressivement, dans chacun des ministères, dans une seule direction en charge de l'ensemble du spectre du numérique. Ce sont historiquement les systèmes d'information et de télécommunication. C'est tout le potentiel de la data, donc de la donnée et son exploitation pour rendre les politiques publiques plus efficaces. Et enfin, c'est le potentiel de l'innovation. On va retrouver un certain nombre de dispositifs qu'il relève de l'innovation RH, qu'il relève de la manière de construire des projets ou de penser les politiques publiques, qui sont désormais regroupés dans cette famille du numérique. La DINSIC, donc prochainement DINUM, c'est une entité qui compte environ 150 personnes, qui intervient, je dirais, à 3 titres. Un titre classique de contrôle, de mise en œuvre des politiques du numérique. C'est ce qu'on appellerait le faire-faire, je dirais. Un dispositif de conseil, donc d'appui à la réalisation des grands projets numériques, mais également des actions d'innovation. Et puis un rôle qui est de plus en plus prégnant, qui est un rôle de concepteur et d'exploitant de solutions interministérielles. Donc on voit bien qu'on a un petit peu diversifié nos formes d'action pour être capable, selon la politique publique, selon l'acteur ministériel en charge de son exécution, d'apporter le bon vecteur pour rendre concret les actions mises en place. Voilà peut-être en propos liminaire ce que je peux dire sur l'acte de la DINSIC. Monsieur le député des Crozeilles. Oui, merci Madame la Présidente. Moi j'aurais 2 questions à ce stade. L'une qui porte sur l'UX. Vous avez des parcours tous les deux tels que vous êtes sûrement emparé de ça. Il y a cette culture du penser utilisateur qui se traduit en programmes et projets de transformation numérique dans pas mal d'entreprises, qui induisent, à mon avis, d'ailleurs, une vraie concurrence sur la part des usagers, qui font l'expérience en fait de facilitation dans leur propre parcours, dans l'expérience qu'ils ont du contact entreprise, que ce soit produit ou service, et qui, par comparaison, se heurtent souvent à des administrations qui projettent leur propre fonctionnement, leurs propres contraintes. Donc ça, comment est-ce que vous vous en emparez? Et comment est-ce qu'on peut introduire cette culture de l'UX dans l'administration? C'est une première question. Et deuxième question sur l'enjeu de la correspondance des identifiants, sécurité sociale, fiscalité, voire autres identifiants de l'administration centrale, par rapport aux recommandations de la CNIL. Je me suis laissé dire en visitant des services décentralisés, notamment fiscaux, que les administrations centrales ne peuvent pas communiquer entre elles les identifiants correspondant aux mêmes usagers, notamment en raison sur des raisons tout à fait légitimes et de la CNIL, mais on est dans une société où on se dit que les GAFA finissent par mieux connaître les personnes que notre propre État. Et est-ce que là, il n'y a pas un enjeu également? Et est-ce que vous avancez sur ce point-là? Sur la première question est la question de l'UX, qui est effectivement fondamentale dès lors qu'il ne s'agit pas simplement de produire des services en ligne, mais de s'assurer qu'ils seront bien utilisés. Et vous avez tout à fait raison de constater que désormais les Français qui ont l'habitude de services très ergonomiques dans leur vie quotidienne acceptent de plus en plus mal que les services publics numériques ne soient pas au rendez-vous. Tout d'abord, il faut savoir qu'à la fin du mois de juin, nous avons lancé un observatoire de la qualité des services numériques. On a pris les 250 démarches administratives les plus utilisées par les Français et nous allons rendre compte, désormais tous les trimestres, de leur dématérialisation, à la fois de manière quantitative, mais également et surtout, je dirais, de manière qualitative. Et nous allons permettre à tous les Français de noter, finalement, au même titre qu'on le fait dans l'e-commerce, de noter les démarches en ligne qui sont accomplies pour être capable à la fois d'identifier
les bonnes pratiques, mais aussi les mauvaises pratiques, et être capable de les aider à s'améliorer. Alors s'améliorer concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'effectivement, cette culture de l'UX, cette culture du parcours client, du parcours usager, qui n'était pas traditionnellement très diffusée au sein de l'administration, doit l'être bien plus. Pour la première fois, en 2019, la DINSIC a lancé un programme qui s'appelle le programme de designer d'intérêt général. À la suite de l'expérience de 3 ans que l'on a menée sur les entrepreneurs d'intérêt général, le concept de ce programme, c'est de proposer à la société civile des défis d'amélioration du design des politiques publiques et du design des interfaces, et d'aller recruter les experts qui ont envie de remplir ces défis, de répondre à ces défis. Et cette première promotion qui s'est mise en place s'est avérée extrêmement concluante, avec beaucoup de candidatures pour aider l'administration à améliorer sa culture du design. Donc on démarre la diffusion de cette culture, et d'ailleurs dans les recrutements qui s'opèrent au sein de la DINSIC, nous essayons de faire monter en puissance cette culture de l'UX et d'être capable ensuite de la disséminer au sein des projets qui le nécessitent. Alors la deuxième partie de votre question porte sur ce que l'on a traditionnellement tendance à appeler au sein de l'État le dites-le-nous une fois, donc la possibilité de faire circuler la donnée entre les administrations pour soit simplifier la vie des utilisateurs, ça c'est typiquement le cas des données que l'on ne serait plus amené à leur demander, soit pour améliorer la capacité d'instruction des dossiers, par exemple, pour des finalités multiples. C'est clairement, je citais tout à l'heure le baromètre DESI de l'Union européenne, c'est clairement l'un des domaines sur lesquels la France est le plus en retard. On est 22e sur 29 sur ce qu'on appelle les formulaires pré-remplis, et c'est exactement cette finalité que vous avez identifiée, la circulation de la donnée. Et c'est aussi pour cela que ma collègue Laure a évoqué une extension finalement du champ de la stratégie orientée sur la data, qui est partie de l'open data, mais qui désormais couvre l'ensemble du cycle de vie de la donnée, et en particulier la circulation de la donnée entre les administrations. Alors nous avons effectivement des règles CNIL, RGPD, auxquelles nous devons nous soumettre, mais pour autant, il existe aujourd'hui des dispositifs, en particulier à la main de l'utilisateur. C'est ce que l'on fait avec, par exemple, le projet France Connect, qui permet avec un identifiant unique, une méthode d'authentification unique, d'accéder à un grand nombre d'administrations, mais également d'assurer la possibilité de faire circuler cette donnée propre aux utilisateurs. Donc ces actions que vous avez évoquées sur l'UX, sur la circulation des données, aujourd'hui sont bien engagées au sein de l'État. Vous m'interrogiez tout à l'heure, monsieur le député, sur, à moins que vous souhaitiez qu'on réponde à une autre question, si je complète. Une question, monsieur. Je veux juste apporter un tout petit complément sur le premier, sur l'expérience utilisateur. Bien sûr, il y a tout ce qui vient d'être évoqué sur la partie design, compétences, y compris d'ailleurs dans le design de service. Mais au cœur de cela aussi, pour améliorer la perception et puis surtout l'usage effectif des services publics numériques par les usagers, c'est aussi tout l'enjeu des méthodes qui sont au cœur de celle d'État Lab et de l'incubateur des services numériques et des startups d'État, de co-construction. Donc, c'est aller au plus près, au plus vite, y compris dans la méthode d'élaboration itérative, au contact d'utilisateurs potentiels, que ce soit des individus ou d'autres parties prenantes. Mais ce sujet-là d'association le plus en amont possible et aussi a un impact directement sur l'utilité derrière. Allez-y, oui. Merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir et insister sur un point en fait qui ressort pas mal dans les questions, sur l'accompagnement humain, RH, et puis parce que je voudrais savoir, vous êtes directeur interministériel, j'aimerais que vous répondiez avec le plus de liberté possible sur les difficultés que vous rencontrez pour remplir votre mission, sachant que je vous pose la question avec une arrière-pensée sur ce que sont aujourd'hui les modalités de recrutement et de gestion des carrières dans la fonction publique. Pour avoir recruté pas mal dans l'IT, il y a des fonctions qui sont clés sur des directions de programmes ou de projets qui impactent l'organisation d'une entreprise. C'est AMO, AME, où il faut prendre des gens qui sont capables de parler de ce qui fâche sans se fâcher, qui peuvent dire non, qui ont plein de clients internes, qui établissent des priorités. Et c'est le choix de la personnalité
au-delà de l'expertise technique, est absolument essentiel. Or, c'est quelque chose à quoi vous vous heurtez peut-être, en tout cas, je présume que vous vous heurtez peut-être à ça. Donc, je voudrais que vous puissiez répondre voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans les missions que vous conduisez. Bien, vous m'avez appelé à répondre librement, donc je vais le faire. Je vais vous dire quels sont les freins qu'on rencontre au quotidien pour, j'ai envie de dire, pour faire en sorte que le numérique soit plus performant. Le premier, il y a un vrai frein juridique. C'est peut-être une banalité de le dire, mais la lourdeur des procédures d'achat public est incompatible, je dis bien incompatible, avec la culture de l'innovation. Il nécessite de faire des acrobaties qui sont contre-productives. Le deuxième volet, c'est, je dirais, la nécessité de marier, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de l'audition, de la question de la souveraineté nationale, mais la nécessité de marier le droit de la concurrence et une certaine forme de souveraineté numérique de l'État est très compliqué à concilier. Et là aussi, je considère que c'est un frein aujourd'hui de devoir, sur un certain nombre, une partie du champ du numérique, devoir systématiquement appeler le droit de la concurrence. Sur les freins administratifs, peut-être le premier, j'ai envie de dire la culture de la performance publique, et en particulier, je dirais, la culture comptable, parfois, qu'elle peut revêtir, rend compliqué l'émergence de projets d'innovation. Projets d'innovation, par essence, c'est des projets qui peuvent échouer, c'est des projets qui peuvent présenter un ROI, un retour sur investissement négatif, et cette culture est difficilement conciliable avec la culture comptable que j'ai citée. Puis je dirais, il y a un autre frein que j'observe, qui est à la fois un pont finalement entre le budget et la RH. C'est une disposition essentielle, hein, c'est une disposition de la LOLF, de distinction du titre 2 et du titre 3, qui pousse aujourd'hui les administrations à externaliser massivement une partie de leur réalisation numérique, ça c'est le titre 3 qui le permet, et qui les empêche de recruter, même sur des périodes courtes, des experts du numérique pour mettre en place les projets. Et je voudrais signaler une disposition qui a été soulevée par la MILOLF, que je trouvais extrêmement intéressante, qui pourrait permettre sur finalement ce qu'on appelle les contrats de projet, donc des contrats courts, de s'affranchir, si jamais on arrivait à les mettre en place évidemment, de s'affranchir de cette limite qui aujourd'hui pousse les administrations à externaliser plutôt qu'à internaliser une partie des compétences. Puis peut-être pour terminer sur ce champ RH, quand bien même nous avons des difficultés intrinsèques à la lourdeur des administrations à recruter, moi ce que j'observe, c'est que les dispositifs innovants que l'on met en place, Laure a évoqué par exemple les entrepreneurs d'intérêt général, ou les startups d'État, les dispositifs innovants qu'on met en place recueillent une vraie mobilisation de la société civile. On a des candidats qui sont prêts à quitter les grands groupes informatiques, de quitter les cabinets de conseil pour travailler pour l'intérêt commun. On en trouve des candidats. Après, c'est vrai que lorsqu'on déroule tout le processus de recrutement, les contraintes budgétaires, parfois on a du mal à concrétiser les contrats, mais on n'a pas de difficulté à être attractif. Et ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Pendant des années, on a pu considérer que l'État payait moins bien que le secteur privé, que la lourdeur de la procédure empêchait toute attractivité pour le secteur. Ce n'est pas vraiment le cas. Nous, on voit qu'on arrive à mobiliser, au sein de la DINSIC en particulier, on arrive à mobiliser des profils assez pointus, des profils de data scientists, des profils de designers, des profils d'architectes. On arrive à les mobiliser. Si on arrivait à simplifier le cadre de gestion et élargir, comme je le disais tout à l'heure, les marges de liberté, on aurait beaucoup moins de difficultés à internaliser une partie des compétences et à reprendre notre destin en main en matière de numérique.
Juste oui, pour rebondir, je suis particulièrement intéressé par cette audition et puis le fait qu'on approfondit pas mal. Je voudrais vraiment qu'on puisse avoir, Madame la Présidente, des précisions. Après, on en fera ce qu'on en voudra, mais sur ce que vous avez évoqué sur l'achat en termes juridiques, le droit de la concurrence et sur le troisième point, avant que vous parliez de cette contrainte de, oui, la performance comptable, qui est, vous avez quand même été fort, incompatible avec la culture de l'innovation. Voilà, le plus on peut être précis là-dessus, on verra comment on s'en empare, mais il me semble qu'on met le doigt sur des trucs qui sont absolument fondamentaux par rapport à ce qu'est cette mission d'information. Donc, est-ce qu'on peut compter sur votre bonne volonté de nous produire ces informations et répondre peut-être au questionnaire, puisque nous n'avons pas fait une approche trop linéaire? Il serait utile d'avoir effectivement vos réponses écrites sur ces questions-là. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on tient à vous remercier beaucoup pour la qualité de cette audition.